Merci, Monsieur le Président et cher ami. Merci à la FRAVI de m'avoir fait l'honneur de m'inviter devant une aussi prestigieuse assemblée, en particulier Christine Catlama. Et puis je remercie tout particulièrement l'organisation de la FRAVI 2018 à Bordeaux, avec le professeur Touré et puis mes grands amis locaux, Philippe Morla et François Dabis. Donc c'est un grand honneur pour moi et un plaisir vraiment de présenter cette thématique. Alors, addiction et transmission, personnellement, je peux vous dire que je trouve que c'est un très beau titre, excellent. Alors, je peux vous le dire, d'autant plus que c'est pas moi qui en ai eu l'idée, c'était Gilles Brucker qui l'avait formulé. Mais ceci dit, c'est un titre qui semble simple et évidemment, la suite est beaucoup plus compliquée. Puisque quand nous avions commencé à réfléchir à la thématique d'aujourd'hui, nous étions partis sur les temps historiques où, avec François, nous animions le groupe Toxicomanie Sida Aquitaine, le GTSA à Bordeaux au milieu des années 90, en un temps où pratiquement la moitié des personnes que nous suivions dans nos centres de soins en addiction étaient contaminées par le virus du sida par voie injectable. Puis par la suite, comme vous le savez, grâce aux actions de réduction des risques, de prévention, le développement des traitements, tout ceci s'est apaisé dans notre champ. Et finalement, la question du sida, en France, en tout cas, c'était un petit peu éloigné des préoccupations du champ des addictions. Et puis actuellement, vous le verrez tout à l'heure, il y a un retour en fait de cette problématique. Et puis surtout, dans le cadre d'une réflexion francophone, on sait bien que c'est une problématique tout à fait émergente dans différents territoires francophones, notamment en Afrique. D'autre part, et c'est un point important, je pense, la question de la transmission du VIH chez les addicts ne se limite pas à la seule question de l'injection, même si pour nous elle a été historiquement centrale. On sait bien qu'une addiction à l'alcool va perturber également les comportements, ce qui fait qu'il va y avoir des multiplications possibles de pratiques à risque, notamment au plan sexuel. Donc on voit que les interactions sont quand même beaucoup plus complexes. Et puis, quand on creuse encore un peu plus, on se dit oui, mais les addictions finalement, est-ce qu'elles-mêmes, il n'y a pas une transmissibilité des addictions? Et notamment, vous allez le voir tout à l'heure, toutes les personnes exposées à des substances n'en deviennent pas dépendantes. Celles qui deviennent dépendantes, généralement, présentent des vulnérabilités qui sont des vulnérabilités psychologiques, sociales, qui peuvent être liées aussi à l'adversité sociale. Et beaucoup de personnes pensent qu'il y a peut-être une forme de transmission sociale ou psychosociale, en fait, des addictions, qui sont donc à intégrer dans le cadre d'une prise en compte globale de cette problématique. Donc voilà, en gros, ce que je vais essayer de vous présenter. En premier temps, on va faire un petit rappel sur la question des addictions. Alors, il y a un paradoxe qui est tout à fait saisissant quand on réfléchit à cette problématique. On se demande toujours comment des comportements qui, a priori, sont des comportements de recherche de plaisir, qu'il s'agisse de prise d'alcool avec des amis, qu'il s'agisse pour d'autres de fumer du cannabis, qu'il s'agisse pour certains peut-être d'aller au casino Barrière juste en face, comment des conduites de recherche de plaisir peuvent, chez certaines personnes, déboucher sur quelque chose qui est exactement à l'inverse, qui est de l'ordre d'un asservissement, d'un esclavage, qui est celle de l'addiction. Alors, le premier point à repérer, c'est qu'il y a une transmission très ancienne, en fait, de la circuiterie neuronale qui sert de support aux problématiques addictives, c'est-à-dire ces fameux circuits de la récompense. On se rend compte que dès les premiers petits animaux mobiles, et en l'occurrence des nématodes, des platelminthes, c'est-à-dire des petits vers, on arrive à repérer des circuiteries qui sont les circuiteries, en fait, des circuits de la récompense. À quoi servent ces circuiteries qui ont comme neuromédiateur essentiel la dopamine? C'est à renforcer, c'est-à-dire à permettre à l'animal de répéter des comportements qui lui sont bénéfiques. Bénéfiques à l'individu et bénéfiques à l'espèce. Or, ces comportements, c'est l'alimentation, c'est la boisson, c'est la reproduction. Et on se rend compte que ces petits animaux vont avoir tendance à répéter ces comportements utiles, avec un exemple évidemment merveilleux, qui est ce très beau petit ver, le Caenorhabditis elegans, qui a un circuit neuronal assez simple, mais avec dopaminergique, qui est un circuit de renforcement, qui va lui permettre, quand il traverse un milieu riche en nutriments, de ralentir la vitesse de son déplacement et de se mettre à tourbillonner. Ce qui fait qu'il va rester plus longtemps en fait, dans un espace riche en alimentation, ce dont on voit évidemment la force que cela peut avoir au plan sélectif. Or, la conséquence de cette affaire-là, c'est que quand la dopamine, ensuite, grâce à l'évolution
a pu intervenir dans d'autres zones cérébrales avec une complexification majeure, et notamment chez nous au plan cortical. La dopamine intervient non seulement sur la motricité, mais elle intervient également sur la mémorisation, sur l'apprentissage. Ce qui fait que petit à petit, l'homme, par exemple, va apprendre à rechercher activement des circonstances qui lui permettront d'assouvir ses besoins essentiels. Donc d'un point de vue comportemental, c'est un comportement renforcé, c'est-à-dire on va avoir tendance à répéter un comportement qui est utile. D'un point de vue subjectif, chez l'homme, c'est ce qu'on appelle un plaisir, avec la dopamine qui va être un élément renforçant tout à fait central. Or, un point que je souligne, c'est que ce sont parmi les circuits les plus anciens et les plus robustes chez tout le système, dans le système animal. Donc, autant vous dire que quand ce système se dérègle, il est extrêmement difficile à quelqu'un, à un homme, d'arriver à en reprendre le contrôle tellement sa force est décisive. Donc, du point de vue de la biologie évolutionniste, il est fondamental, comme le montre l'ancienneté de ces circuits dans la phylogénèse, que les besoins vitaux pour l'individu et pour l'espèce, nourriture, boisson, reproduction, soient source de plaisir, mais aussi de souvenirs, de recherche, d'apprentissage. Et tout ceci est lié à la dopamine, ce qu'on appelle donc les circuits de la récompense. Néanmoins, l'évolution humaine nous a permis de découvrir des produits de renforcement intenses, qui sont relativement peu utiles, voire néfastes pour la santé, la drogue, on parlera tout à l'heure des hamburgers par rapport au problème de l'obésité, et qui vont être des stimulants directs et extrêmement puissants de cette circuiterie, dont vous imaginez comment ensuite il est difficile à l'homme de reprendre le contrôle. Alors le hamburger est un bon exemple, puisque la sélection naturelle a fait que nous avons pris goût à ce qui est gras, à ce qui est sucré et à ce qui est salé, pour des raisons évidentes de recherche d'énergie, de stockage d'énergie, mais également de recherche de sels minéraux. Donc ce qui a été parfaitement utile et qui a été sélectionné dans notre cerveau, mais on a toujours ce cerveau ancien qui nous a appris ça. Maintenant, en revanche, on n'est pas dans une période de pénurie, au moins dans nos sociétés. Les hamburgers sont de tous les côtés. Et on voit comment la stimulation aux côtés de substances qui sont grasses, sucrées et éventuellement salées, à ce moment-là, peut venir complètement perturber cette circuiterie très, très ancienne. Alors, on va en venir à l'addiction. Vous savez qu'il y a un premier usage, que ce soit d'hamburgers, de vin de Bordeaux, etc. Dans un certain cas, les gens s'arrêtent là. Par exemple, des jeunes avec le cannabis, il y a pas mal de jeunes qui font une expérimentation unique, ils veulent pas mourir idiots, ils veulent voir à quoi ça ressemble et puis s'arrêtent. Dans d'autres cas, certains continuent et on entre dans une pratique qui est celle d'un usage simple, un usage répété qui n'est pas problématique. Pas problématique au sens où la personne peut arrêter quand elle veut, et en l'occurrence, l'usage normal est modulable. Selon l'environnement, par exemple, nous pourrions peut-être, ou hier soir, lors des agapes, certains ont pu consommer des substances alcoolisées, aucun d'entre nous n'en consommera dans un cadre de l'amphithéâtre. On peut également tenir compte des expériences. C'est-à-dire, si on a eu à certains moments des pertes de contrôle, par exemple avec de l'alcool, on le mémorise et les fois suivantes, on essaiera de rester raisonnable. Donc ça, c'est un usage qui est maîtrisé. Et puis, il y a certaines personnes qui vont passer à quelque chose d'un peu plus sérieux au plan de la santé mentale, qui est l'usage compulsif. C'est-à-dire quand l'usage, en fait, commence à s'imposer à la personne qui perd le contrôle et qui perd la maîtrise de sa consommation. Ça devient indépendant, donc, de l'environnement et des expériences. La personne, en général, commence à accumuler des dommages liés à ces intoxications, dommages sociaux, dommages psychologiques, dommages sanitaires, enfin toutes sortes de complications. Il essaye d'arrêter, en général, et l'arrêt se solde par une rechute avec un cycle infernal. Donc vous verrez que ce qui signe finalement en termes diagnostiques le trouble de l'usage, dont les formes sévères sont ce qu'on appelle l'addiction dans le discours DSM-5, là, qui est la classification actuelle des troubles mentaux, ce qui signe l'addiction finalement c'est la perte de contrôle, donc c'est la rechute. Alors comment ça s'explique? C'est la théorie des processus opposants, c'est un phénomène homéostatique bien compris, bien connu. C'est-à-dire quand on a une stimulation aiguë, c'est-à-dire une consommation d'une substance en prise unique, par exemple un verre d'alcool, on va avoir une sensation de plaisir qui en partie est régie par les récepteurs mu, opiacés. Et puis ensuite, il va y avoir un mécanisme de feedback qui permet de revenir à la normale avec une période de feedback négatif. En revanche, quand la personne répète régulièrement
les stimulations, les consommations. L'effet de plaisir va avoir tendance à s'atténuer du fait de la tolérance. En revanche, l'effet de retour à la normale, l'effet homéostatique, lui, va avoir la même ampleur. Ce qui fait qu'au fil du temps, ça c'est l'histoire de quelqu'un qui devient addict, au fil du temps, la sensation de plaisir, là vous avez l'humeur normale, va avoir tendance à s'atténuer. En revanche, il va y avoir un équilibre qui va se faire à un niveau plus bas, un équilibre dit allostatique, qui lui-même est une sensation de déplaisir pratiquement chronique. Ce qui fait que le sujet, quand il consomme et qu'il est à cette situation-là, ça ne lui procure plus de plaisir, ça lui permet de supprimer en fait la sensation de manque, la sensation détestable du déséquilibre. Donc, ce qui fait qu'en jargon cognitif, on passe schématiquement, tiens, j'ai oublié de, enfin bon, c'est transparent, on passe schématiquement de ce qu'on appelle un renforcement positif au début, pour nous tous, c'est-à-dire une recherche de plaisir, à quelque chose qui est de l'ordre d'un renforcement négatif, c'est-à-dire qu'on consomme pour éviter la détresse du sevrage et la détresse du craving. Ce qui fait que, schématiquement, vous avez vu le petit verre y passer de quelque chose qui était nécessaire à sa vie et qui était renforcé par du plaisir. Là, on arrive à quelque chose de différent. On passe d'une recherche de plaisir à quelque chose qui est une recherche d'apaisement d'une souffrance, d'une difficulté, donc qui est quelque chose de l'ordre d'un besoin compulsif. Alors, la circuiterie neuronale est là. Alors, on sait que les renforcements dopaminergiques chez l'homme, c'est tout ce qui projette de cette aire-là vers le nucleus accumbens. Ça, c'est les circuits de récompense. Et en même temps, il y a des interactions, notamment avec le cortex préfrontal, sur lequel on reviendra, parce que c'est un élément clé. Alors ça, c'est notre ami George Koob qui a mis la même chose, mais en vision spatiale. Alors George Koob, c'est un ami de Michel Lemoine. Michel Lemoine, c'est mon maître, c'est un Bordelais, psychiatre, professeur de neurobiologie et qui est une sommité mondiale en termes de neurobiologie de l'addiction. C'est lui qui a écrit le grand manuel international avec son ami George Koob. Et George Koob est l'actuel directeur du NIAAA, c'est-à-dire l'organisme américain qui s'occupe de lutte contre l'alcool. Alors je glisse à nos amis de la Fravie que George Koob est un parfait francophone, puisqu'il se trouve que jeune, c'est un Aquitain, puisque son père était colonel dans l'US Air Force, et donc il a fait, à l'époque, la France était dans l'organisation intégrée militaire de l'OTAN, et donc il a fait ses études à Angoulême, en fait, à côté d'une base aérienne française. Donc George Koob a fait ce petit document. Alors ce qui est intéressant, c'est ça. C'est-à-dire que George Koob et Michel Lemoine, qui étaient neuroendocrinologues en fait au départ, qui maintenant est membre de l'Académie des sciences, ont montré qu'un des déclencheurs majeurs du craving, c'est-à-dire de ce qui va faire que certaines personnes vont avoir tendance à répéter des prises et des consommations de substances, c'est le stress en fait. Et ça, vous voyez, on commence à s'approcher des problématiques qui nous intéressent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un circuit infernal entre stress et récompense. C'est-à-dire, plus on est stressé, plus on va rechercher des récompenses, et plus on va chercher des récompenses avec les mécanismes que je vous ai montrés tout à l'heure de renforcement négatif, plus on va être stressé et tendu avec une dynamique absolument délétère. Donc tout ça, ça se passe dans l'amygdale étendue, mais je passe. Alors ensuite, les addictions, il y a des représentations sociales. Comment est-ce qu'on les a vues au fil du temps ? La première représentation dominante, ça a été celle du péché, dans notre contexte culturel en tout cas. Vous savez que dans les sociétés traditionnelles, il n'y avait pratiquement pas de perte de contrôle, tout était bien encadré par les hommes médecine, par les chamans, et il a fallu attendre en fait la révolution néolithique. Alors on voit bien que c'est la révolution néolithique, hein. Vous voyez l'agriculteur, vous voyez la poterie, etc. Et au Proche-Orient, les hommes ont commencé à cultiver le froment, avec lequel on pouvait faire de la bière, et à élever de belles vignes où on pouvait commencer à faire du vin. Et c'est à ce moment-là que ces substances ont pu être accaparées en fait par les classes possédantes et notamment par les patriarches. Ici, c'est Noé. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à décrire les premières pertes de contrôle avec quelque chose qui s'apparente à ce qu'on dirait une pratique addictive, c'est-à-dire un homme qui, sous l'influence de l'alcool, manque tout à fait à ses devoirs sociaux et dévoile sa nudité à ses propres enfants. Donc, une condamnation morale, celle du péché. Il faudra attendre une période beaucoup plus récente, finalement, le 18e, la fin du 18e, pour qu'une autre lecture commence à apparaître, celle de l'addiction en tant que maladie, avec un modèle médical relativement simple, c'est une cause, le produit, la drogue,
Un modèle, donc l'intoxication, c'est l'effet de ce produit sur l'individu qui va entraîner la maladie, l'intempérance ou l'addiction, ce qui amène à ce moment-là à deux attitudes sociétales. La première, c'est que le traitement, nécessairement, c'est d'enlever la drogue, donc c'est le traitement de sevrage, de désintoxication, et la politique cohérente avec ça, c'est restreindre l'accès aux substances, c'est la prohibition. Donc c'est une énorme avancée, puisque le caractère médical permet de protéger un peu de la stigmatisation morale ou religieuse. En fait, il apparaît, hélas, qu'il y a des limites à cette affaire-là. C'est-à-dire, très vite, on va se rendre compte que ce modèle un peu unilinéaire ne rend pas compte de la totalité de la réalité, avec deux éléments qui sont cruciaux pour remettre en cause ce modèle simple de l'intoxication. C'est que, d'une part, tous les usagers d'une substance n'en deviennent pas dépendants. On peut faire un sondage ici. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes en assistance qui consomment à l'occasion des boissons alcoolisées. Vraisemblablement, la majeure partie de ces consommateurs ne sont pas dépendants. L'autre constat clinique qui a perturbé la psychiatrie, notamment française et allemande, au XIXe siècle, c'est que si le modèle de l'intoxication, surtout avec les connaissances biologiques de l'époque, était totalement explicatif, heuristique, logiquement, la cure de sevrage, supprimant la cause, devrait marcher. Or, ça ne marche pas. C'est-à-dire, après une cure de sevrage, la quasi-totalité des personnes sevrées rechute dans des délais variables. Ce qui fait que ça a mis nos collègues, et notamment les psychiatres, là c'est le docteur Morel, qui était un des grands spécialistes avec Magnan de la théorie de la dégénérescence, les a mis sur la piste d'une recherche des vulnérabilités. Qu'est-ce qui faisait que certaines personnes étaient peut-être plus vulnérables de devenir dépendants quand ils consommaient une substance, mais même quand ils étaient libérés de cette substance, faisait qu'ils allaient risquer rechuter. Donc schématiquement, c'était le modèle de l'automédication qui a un peu emporté l'adhésion de l'univers psy jusqu'aux années 70-80 à peu près. De ce point de vue-là, ce sont plus finalement les vulnérabilités psychologiques et sociales du sujet qui sont le problème d'origine. Que la drogue, dans un premier temps, l'alcool ou la drogue, vient anesthésier, vient apaiser d'une manière adaptative au départ, parce que ça permet de compenser cette souffrance, mais évidemment mal adaptative, puisqu'on l'a vu, à terme, au contraire, ça aggrave plutôt la situation. Ce qui fait qu'il y a deux formules amusantes, mais qui sont à méditer. Une formule plutôt d'inspiration psychanalytique, ce n'est pas la drogue qui fait le toxicomane, c'est le toxicomane qui fait la drogue. Alors ça semble tout à fait paradoxal, mais c'est assez logique. C'est-à-dire, si on raisonne toujours sur l'alcool, ce n'est pas le fait de boire du vin qui rend le consommateur nécessairement alcoolique. C'est l'effet que certains consommateurs ont des vulnérabilités psychologiques et sociales qui font que eux, quand ils vont rencontrer le vin, ça va prendre une valeur éventuellement de drogue addictive, alors que là, pour la plupart des autres consommateurs, ça restera un produit de plaisir, d'agrément. Et le deuxième élément qui est à voir, donc, c'est que la drogue, et c'est tout le débat avec les usagers, souvent les professionnels pensent que c'est un problème, et beaucoup d'usagers pensent qu'initialement, en tout cas, c'était une solution. En fait, ça a été les deux. Et parfois, même, il y a une période de chevauchement où c'est une solution, au sens où c'est une solution adaptative, maladaptative à court terme, mais rapide, et ça devient un problème dans le long terme. Donc, de ce point de vue, évidemment, il faut garder l'approche des intoxications, sevrage, évidemment, mais elle n'aura d'efficacité que si elle s'intègre dans un cadre global où on va prendre en compte aussi ces vulnérabilités psychologiques et sociales dans ce que la psychiatrie du 19e appelait le traitement moral et que maintenant on dit plutôt approche psychosociale. Ça revient à peu près au même. Donc voilà des diapos typiques de Koub et Lemoyle, de mes amis. C'est toute une réflexion sur ces différences interindividuelles. Qu'est-ce qui fait que dans la masse des usagers sociaux d'une substance, vin de Bordeaux par exemple, ou il va y en avoir un certain nombre qui vont arriver, mais minoritaires, à quelque chose qui est l'usage compulsif, donc qui est l'addiction. Alors là, c'est en anglais, mais bon, Lincoln renvoie effectivement à la question des vulnérabilités en décentrant le risque dans son adresse sur la tempérance du produit. C'est-à-dire, il dit que le problème avec l'alcool se rattache pas du tout même à l'usage d'une mauvaise chose, donc à la diabolisation des produits, mais plutôt à l'abus, c'est-à-dire à la perte de contrôle d'une bonne chose. Ce qui fait que si vous méditez cette phrase de Lincoln, ça renvoie aux vulnérabilités individuelles, clairement.
Alors, quels sont ces facteurs causaux chez les individus? Il y a évidemment les produits, ça on va y venir, mais les personnes, l'environnement, et donc la question des vulnérabilités et de la transmission. Je viens au but. Alors, les produits, ils ont leur hit parade, ils sont plus ou moins accrocheurs. Ça, c'était les grosses études de validation du DSM-4. Vous prenez des usagers d'une substance dans l'année passée et vous rapportez au nombre d'usagers qui ont perdu le contrôle, qui sont devenus abuseurs ou dépendants. Donc, vous voyez que l'héroïne est très accrocheuse. 70% pratiquement des usagers dans l'année ont perdu le contrôle et sont dépendants. La cocaïne, 30%, le cannabis, 18%, l'alcool, 12%. Alors vous voyez par exemple que l'alcool en tant que tel est relativement peu addictif, mais comme il y a énormément de consommateurs, 12% de millions de gens, évidemment, ça fait pas mal de monde à l'arrivée. Donc ça, c'est les produits. Ensuite, il y a des éléments d'héritabilité, c'est-à-dire de facteurs causaux génétiques. Alors pour les addictions, en moyenne, c'est aux alentours de 40%. Une autre illustration de ce phénomène, c'est les grosses études de jumeaux et d'adoption qui sont faites dans les pays scandinaves, où là, par exemple, vous pouvez voir la concordance des prévalences de perte de contrôle avec des substances dans des fratries, et vous voyez que le score maximum de concordance, 80%, c'est chez des jumeaux monozygotes mâle-mâle, et ensuite vous voyez que plus l'écart génétique est important, là vous avez de simples frères et sœurs, plus vous avez une courbe pratiquement effet dose avec une diminution du risque de concordance addictive. Actuellement, on sait aussi, c'est très étudié à propos des addictions justement, qu'il y a vraisemblablement de grosses pistes en termes de transmission épigénétique, ce qui pourrait permettre en partie de comprendre le fait que les addictions s'inscrivent souvent chez certaines personnes, en tout cas sur vie entière, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est vraiment très, très inscrit dans leur fonctionnement, et ce qui permet aussi peut-être de comprendre une partie, en tout cas, des vulnérabilités en termes de transmission familiale. Alors les modèles animaux sont assez évidents, c'est-à-dire si vous exposez un rat ou une rate à une injection de cocaïne, vous allez vous rendre compte que la génération suivante, donc en intergénérationnel, puisque ça modifie l'expression de l'ADN au niveau des cellules, et y compris des cellules germinales, quand c'est une rate, vous avez une transmission à la génération suivante, et y compris à la deuxième génération, donc en transgénérationnel. Ce qui est tout à fait très très important, parce qu'il y a un autre élément qui est important, c'est qu'on sait que les éléments de stress également sont transmissibles de la même manière au plan épigénétique sur 2 générations. Alors ensuite, on va essayer de voir quels sont les facteurs plutôt psychologiques et sociaux qui sont à prendre en compte dans la transmission des addictions. Alors là, vous avez des études qui sont très puissantes en termes épidémiologiques, c'est les enquêtes du NESARC aux États-Unis, qui sont faites de façon cyclique tous les 2-3 ans sur un échantillon représentatif de la population américaine globale, donc plus de 40 000 personnes. Et en l'occurrence, la diapo là, que je vous montre, c'est des courbes de survie et de dépendance. Alors là, par exemple, les petits triangles, là, c'est des gens qui étaient dépendants à la cocaïne. Alors quand vous partez ici à T0, ils sont tous dépendants. Et puis ensuite, vous les revoyez au bout de 5 ans, donc vous remontez, et vous vous rendez compte qu'au bout de 5 ans, il y en a près de 70% qui sont entrés en rémission. Au bout de 20 ans, vous vous rendez compte qu'il y a 90% à peu près qui sont en rémission. Alors, premier constat, les addictions à méditer, c'est souvent un trouble chronique, mais c'est pas comme le diabète. C'est-à-dire l'évolution naturelle pour ceux qui survivent, c'est la rémission du problème. Et donc, ce qui va nous intéresser, nous, c'est d'essayer de comprendre s'il y a eu des distinctions entre ceux qui ont une addiction qui entrent en rémission dans des délais relativement rapides, et ceux, au contraire, qui vont avoir des addictions compliquées avec une évolution au long cours, et donc une exposition à des risques beaucoup plus importants. Et là, ce qui est tout à fait fondamental, c'est que le cut-off pour essayer de distinguer les facteurs de vulnérabilité en amont, en général, est fixé à 3 ans. Donc vous avez 3 ans de follow-up. Alors ça, c'est une diapo qui, vous la voyez sans doute pas très bien, mais elle est vraiment remarquable. C'est-à-dire vous regardez à un temps T dans l'enquête NESARC des gens qui ne sont pas usagers de substances. Vous revenez quelques années après, vous regardez parmi ceux qui n'étaient pas usagers, ceux qui sont devenus des usagers normaux, contrôlés, et ceux qui sont devenus des usagers problématiques, donc abuseurs ou dépendants. Et donc vous pouvez corréler cela avec des facteurs prédictifs psychologiques et sociaux qui vont vous permettre d'identifier les facteurs de risque de la transition du non-usage vers un usage normal, de l'usage normal vers un usage problématique, ou ceux qui passent directement d'ailleurs d'un non-usage à un usage problématique. Et à l'inverse, vous pouvez
pouvez voir quels sont les facteurs prédictifs de bonne évolution, donc dans l'autre sens. Alors, si vous les regardez en détail, ils sont là. Les facteurs prédictifs, c'est des facteurs prédictifs psychologiques et sociaux. C'est adversité pendant l'enfance, c'est maltraitance, c'est mauvais traitement, c'est abandon, c'est des histoires de milieux sociaux, de classes défavorisées, de groupes stigmatisés, c'est des histoires de statut social et de niveau d'études relativement faibles, d'isolement social. Et en termes psychiatriques, ce qui m'intéresse, c'est des troubles de la personnalité. Et les troubles de la personnalité qui sont retrouvés, c'est borderline et psychopathie, c'est-à-dire c'est les troubles qui ont à voir avec l'impulsivité et la fragilité relationnelle, et généralement avec des facteurs causaux qui étaient justement liés à des familles chaotiques ou à des contextes de vie particulièrement difficiles. Alors ça a été résumé par les grands maîtres du champ, et notamment Marmotte, qui disait que, dans une certaine mesure, encore une fois, la drogue, tout ça, c'est des échappatoires parfois à des situations sociales ou psychologiques très difficiles, des conduites maladaptatives, et donc il y a une très forte corrélation entre la perte de contrôle des substances, c'est-à-dire la transition vers l'addiction, et une massivité de vulnérabilité psychologique et sociale. Donc ça reste les solid facts, là, l'ouvrage de référence, avec une étude là aussi qui est ancienne mais qui est très 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 robuste, qu'avaient fait les Anglais, où ils répartissaient la population britannique en 5 quintiles selon les ressources, et vous voyez que les plus démunis sont vers la droite. Vous voyez que finalement l'alcool est à peu près présent dans toutes les catégories sociales, mais le tabac et surtout les drogues illicites sont évidemment en ascension régulière au fur et à mesure qu'on s'intéresse à des quintiles beaucoup plus démunis et précaires. Donc, où il y a des facteurs prédictifs qui ont à voir avec les inégalités sociales de santé qui sont absolument majeures. Et donc, la question qui se pose pour beaucoup de réflexions, c'est est-ce qu'on ne peut pas parler d'une certaine manière d'un trouble transmissible, mais transmissible essentiellement en relation avec des facteurs psychologiques et sociaux, c'est-à-dire des événements de vie, des conditions de stigmatisation, de précarité, de difficultés, etc. Donc, le rôle de l'adversité sociale et de la stigmatisation, des humiliations individuelles apparaît à ce moment-là tout à fait essentiel. On en vient quand même au VIH, en rappelant évidemment que les injections ont été historiquement et restent une problématique majeure, mais qu'il n'y a pas qu'elle. Alors, en France, traumatisme, on en parlait tout à l'heure, des années 90, où la moitié de nos patients étaient séropositifs. Je dois d'ailleurs accorder un moment à leur mémoire, parce que quand j'ai commencé au CUID, c'était en 1986, et la plupart des gens que je suivais à l'époque, on a leur nom, ont disparu, et ont disparu en lien avec le VIH. Alors qu'à maintenant, nous sommes à peu près à entre 1 et 2% des nouvelles contaminations. On sait qu'il y a eu un mécanisme un peu comparable aux États-Unis, mais donc vous voyez là l'effondrement, puisque là on était à peu près à 70 reconversions à ce moment-là. Alors tout ceci, c'est lié évidemment au progrès de la prévention, des traitements, de la réduction des risques. J'en profite, ça c'était hier, avec le bus échange de seringues du CUID qui était devant l'entrée, et le maire de Bordeaux qui est venu le saluer, sachant qu'il était Premier ministre au moment où la buprenorphine a été mise sur le marché en France, qui a été quand même un élément majeur en termes de réduction des risques. Là, vous reconnaissez le professeur Morla, qui était très présent à cette... Alors ensuite, on avait discuté la question des addictions en Afrique, avec sans doute quelque chose qui était sans doute tabou, et une épidémie qui passait inaperçue. Alors, j'invite évidemment les amis de l'AFRAVI à aller voir les très nombreux posters, les très nombreuses communications qui arrivent à faire émerger, à révéler, à mettre en évidence cette épidémie cachée. Mais la question, alors pour partie liée à des pratiques injectables, mais aussi à d'autres produits, parce que le problème des addictions ne se limite pas à ça. C'est-à-dire quand on essaye de voir comment l'usage de drogue peut contribuer à la transmission du VIH, il y a évidemment l'injection, le partage du matériel, les sniffs, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est contact sexuel, c'est-à-dire d'une part des relations sexuelles non protégées qui peuvent être faites sous l'influence de l'intoxication. Alors ça peut être des drogues, mais ça peut être classiquement aussi de l'alcool, qui sont des substances qui vont altérer le jugement, les prises de décision, qui réduisent les inhibitions la plupart du temps, ce qui fait que la personne va éventuellement prendre plus de risques, va moins se protéger et est plus à risque à ce moment-là d'avoir une contamination par voie sexuelle, mais qui a été facilitée en fait par la récurrence de pratiques addictives.
D'autre part, évidemment, les relations sexuelles non protégées avec des usagers de drogue injecteurs qui, eux, sont porteurs du VIH. Et enfin, évidemment, toutes les questions, il y a des communications aussi à la FRAVI, j'ai vu, sur le sexe tarifé non protégé pour obtenir des drogues, d'où l'argent pour les drogues, où on voit que la drogue peut être une motivation aussi pour une prise de risque. Donc, ce qui est important aussi, c'est qu'on sait que les prises de risques sexuelles, sont d'autant plus fréquentes et importantes qu'elles surviennent chez des personnes qui ont, elles aussi, des vulnérabilités psychologiques et sociales. Et ce sur quoi j'attire votre attention, c'est que ces vulnérabilités, c'est les mêmes, en fait. Celles que j'ai décrites tout à l'heure par rapport au risque addictif, c'est à peu près le même qu'on va retrouver, à peu près les mêmes vulnérabilités qu'on va retrouver pour les prises de risque au plan sexuel. Ce qui fait qu'il y a des systèmes de causalité en amont, en fait, qui sont tout à fait communs. Or, une étude justement sur les femmes, là, qui avait été faite dans le Massachusetts, confirmait ce type de problématique et repérait notamment que la diffusion du VIH chez les femmes, alors, en l'occurrence dans cet État des États-Unis, était assez rattachable à des antécédents de traumatisme, d'abus sexuels, de violence, qui étaient autant de facteurs de risque à la fois pour les addictions et pour des prises de risque au plan sexuel. Alors en France, comment évoluent les choses? La politique de RDR, donc réduction des risques et des dommages dans notre jargon, a été efficace, on le sait. Cependant, certains indicateurs restent préoccupants. L'incidence du VIH chez les usagers de drogue est toujours beaucoup plus élevée que celle qui est estimée chez les hétérosexuels français et reste le double de celle qu'on retrouve chez les hétérosexuels de nationalité étrangère. D'autre part, les usagers de drogue sont encore aujourd'hui plus souvent dépistés à un stade tardif de la maladie. 38% des usagers sont dépistés à un stade tardif contre 17% par exemple des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Par ailleurs, diverses études, et ça c'est des données émergentes évidemment qui sont suivies de très près, mettent en évidence une reprise des pratiques à risque et notamment de partage de seringues et de matériel dans certains groupes d'usagers de drogue. Alors il y a des immigrés, à Bordeaux c'est des immigrés d'Europe de l'Est, notamment des Bulgares turcophones et roms, et d'autre part chez certains des jeunes également, et puis aussi dans les milieux chemsex, islam, donc les milieux où il y a des sessions de relations sexuelles entre hommes sous l'influence de substances chimiques. Alors une population qui se reconnaît relativement peu dans nos dispositifs de prise en charge des addictions et qui nécessite donc des collaborations étroites. Là, je vous en donne une illustration avec des associations communautaires comme AIDE, puisque là, par exemple, un partenariat étroit entre AIDE et le CEID à Bordeaux. Alors vous verrez que le DJ s'appelle également Janus, donc il n'y a aucun lien avec le Janus de Koub, mais bon. Alors, un autre élément, et on va vraiment là s'approcher de la conclusion sur ces questions complexes de transmission. Un autre élément sur lequel il convient de réfléchir, c'est la grande question, c'est le professeur Lemoyle, mon maître, qui appelle cela la grande question de la causalité, donc chercher les causes des causes, dans le cadre d'une communication qu'il a faite à l'Académie, puisqu'il est membre de l'Académie des sciences. Donc on revient au hamburger. On sait comment le hamburger accroît le risque d'avoir l'obésité. Vous avez un déséquilibre entre les apports nutritifs et les dépenses énergétiques. Du coup, ça fait du stress oxydatif. Ensuite, vous avez des acides gras partout qui s'accumulent dans le métabolisme. Ensuite, vous développez une insulinorésistance et paf, vous devenez obèse. Mais la question, c'est que c'est pas le hamburger directement qui rend obèse ou les drogues qui rendent addict. C'est-à-dire, on se rend bien compte qu'il faut essayer de voir pourquoi c'est uniquement une partie et quels sont ces gens qui, rencontrant ces substances-là, vont tout à fait perdre le contrôle. Et évidemment, c'est la question des pathologies sociales chroniques qui renvoie à la pathologie et à la perte de contrôle, aux capacités d'autorégulation qui sont bien illustrées chez les jeunes. On sait maintenant qu'il y a un décalage à peu près de 10 ans entre la maturation du circuit de renforcement dont on parlait tout à l'heure et les contrôles qui sont les contrôles préfrontaux qui arrivent à entraîner une inhibition de contrôle. Donc la question, c'est qu'il faut aller chercher dans des causes beaucoup plus distales, beaucoup plus lointaines, ce qui nous renvoie au fait que les causes lointaines vont avoir avec les déterminants sociaux de santé, donc les causes des causes, et que la transmission du VIH est liée à des comportements eux-mêmes surdéterminés par des facteurs psychosociaux et sociétaux, tels qu'on voit dans les déterminants classiques de santé mentale, avec les événements individuels douloureux, l'exclusion sociale, la pauvre éducation, les normes sociales stigmatisantes, etc. Donc, que faire?
Il faut faire une approche globale et intégrée qui utilise évidemment des médicaments, antiviraux, anti-addictaux, etc. Mais pour que ces médicaments puissent être utiles, il faut les inclure absolument dans une prise en charge globale qui prenne en compte ces vulnérabilités psychologiques et sociales. Et de ce point de vue-là, on peut soutenir nos manifestants d'hier qui disaient qu'il fallait démédicaliser. Donc derrière le VIH, il y a des comportements. Derrière les comportements addictifs ou de perte de contrôle, il y a des vulnérabilités psychologiques et sociales qu'il faut absolument intégrer dans la prise en charge. Donc démédicalisons. Merci beaucoup.